Incident du Cenote dos Ojos. Le 8 juillet 2021, Carlos Mendoza a dirigé une expédition de plongée souterraine avancée dans le système du Cenote dos Ojos au Mexique. Carlos avait 31 ans et enseignait la plongée souterraine depuis 12 ans. Ses clients étaient des plongeurs expérimentés. Janet Morrison, une photographe sous-marine de 38 ans spécialisée dans les systèmes de cenotes, et Tom Bradley, un plongeur technique texan de 42 ans. Le Cenote dos Ojos, qui signifie deux yeux, était l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines au monde, avec plus de 80 km de galeries cartographiées. Le cénote comportait deux entrées distinctes, reliées par un réseau complexe de tunnels et de cavernes. Des rivières souterraines coulaient à travers des couloirs de calcaire sculptés au fil de millions d'années. La température de l'eau restait constante à 25 degrés Celsius toute l'année. Carlos avait encadré plus de 800 plongées souterraines sans incident grave. L'équipe s'est réunie à 8 heures pour préparer le matériel et planifier la plongée. Ils devaient entrer par l'œil nord, pénétrer à 200 mètres dans le tunnel principal, explorer l'halocline où l'eau douce rencontre l'eau salée, puis revenir par le même chemin. La profondeur maximale serait de 18 mètres avec un temps de fond prévu de 45 minutes. Chaque plongeur transportait 2 bouteilles de 12 litres, des lampes principales et de secours, ainsi que des dispositifs de signalisation d'urgence. Carlos a fixé la ligne directrice principale à l'entrée de la zone de la caverne, à l'endroit où la lumière naturelle disparaissait. L'équipe est descendue dans une eau cristalline avec une visibilité dépassant les 100 mètres. Les formations calcaires créaient des salles semblables à des cathédrales, décorées de stalactites et de coulées de calcite. À 15 mètres de profondeur, ils ont traversé l'halocline, une couche distincte où l'eau douce souterraine se mélangeait à l'intrusion d'eau salée provenant de l'océan. La différence de densité créait un effet miroir qui déformait la vision. Janet a commencé à photographier les formations géologiques uniques. Ses puissants flashs ont illuminé des chambres cachées et révélé des détails complexes dans la roche. Tom était resté en position en tant que plongeur de sécurité, surveillant les réserves d'air et la navigation. À 150 mètres de pénétration, Carlos a remarqué un mouvement inhabituel dans un passage latéral. Une grande murène verte, d'environ 1,50 m de long, est sortie d'une crevasse entre des blocs de calcaire. Les murènes étaient courantes dans les cénotes reliées à l'océan, mais ce spécimen était exceptionnellement grand. Le comportement de la murène semblait agité. Elle ouvrait et fermait la bouche à plusieurs reprises, exhibant des rangées de dents acérées. Carlos a fait signe à l'équipe de garder leur distance et de continuer le long de la ligne principale. Alors qu'ils passaient devant le passage latéral, 2 autres murènes sont apparues. La plus grande, presque 1,80 m de long avec une tête massive, s'est placée directement sur leur trajectoire. Janet, concentrée sur la photographie des formations calcaires, ne remarqua la murène que lorsqu'elle se trouvait à 2 mètres d'elle. La posture défensive de la murène s'est intensifiée rapidement. Elle a enroulé son corps musclé et a ouvert grand la bouche, révélant un intérieur jaune vif bordé de dents aussi pointues que des aiguilles. Carlos a reconnu un comportement territorial lié à la saison de reproduction. Les murènes défendaient leur zone de nidification contre des intrus perçus. Il a fait signe de battre en retraite immédiatement, mais le passage étroit limitait leurs possibilités de manœuvre. Le boîtier de l'appareil photo de Janet s'est accroché à une saillie calcaire alors qu'elle essayait de reculer. La dragonne du boîtier s'est enroulée autour d'une formation rocheuse, la piégeant temporairement. Tom s'est approché pour aider, mais son mouvement a déclenché la réaction d'attaque de la plus grande murène. La murène a surgi en avant avec une rapidité surprenante, ses mâchoires se refermant sur l'avant-bras droit de Tom, juste au-dessus de son gant de plongée. La morsure a traversé la combinaison en néoprène de 5 mm et a fait couler le sang immédiatement. Le détendeur de Tom est tombé de sa bouche alors qu'il se reculait instinctivement. Carlos a rapidement inséré son détendeur de secours dans la bouche de Tom tout en signalant simultanément une remontée d'urgence. La murène a relâché sa prise, mais est restée en position agressive. Le sang dans l'eau a attiré l'attention des autres murènes, qui ont commencé à se diriger vers le groupe. Janet s'est libérée de l'accroc dans le calcaire et a activé son dispositif de signalisation d'urgence. Les 3 plongeurs ont entamé une sortie d'urgence contrôlée, suivant la ligne de guidage, tandis que le bras de Tom continuait de saigner. À 100 mètres de l'entrée, ils ont rencontré une 4e murène bloquant leur passage. Carlos a utilisé sa lampe de plongée pour créer de vifs éclairs, désorientant temporairement la murène suffisamment pour que le groupe puisse passer. Ils ont atteint la zone de la caverne et sont remontés à 5 mètres pour un palier de sécurité. La morsure de Tom nécessitait des soins médicaux immédiats. À la surface, Carlos a prodigué les premiers secours et a appelé un transport médical d'urgence. Tom a reçu 12 points de suture à la clinique locale et un traitement antibiotique pour prévenir une infection due à la bouche chargée de bactéries de la murène. Les photographies de Janet ont capturé l'instant précédant l'attaque, montrant la taille impressionnante de la murène et sa posture agressive.
Le rapport d'incident a noté que la saison de reproduction rendait les murènes habituellement dociles extrêmement territoriales et dangereuses pour les plongeurs spéléo. Incident des sources de Floride. Le 22 septembre 2020, Rick Patterson a organisé une sortie de plongée souterraine à Ginnie Springs, dans le nord de la Floride. Rick avait 45 ans et possédait un magasin de plongée local. Il plongeait dans les systèmes de sources de Floride depuis 20 ans. Son groupe comprenait Michelle Santos, une instructrice de plongée souterraine de 29 ans, Alex Thompson, un plongeur amateur de 33 ans venu du Michigan, et Lisa Chang, une étudiante en biologie marine de 24 ans à l'Université de Floride. Ginnie Springs était célèbre pour la clarté cristalline de son eau et son vaste réseau de grottes. La source principale produisait 72 millions de gallons d'eau par jour à une température constante de 22 degrés Celsius. L'entrée de la source s'ouvrait sur un grand bassin avant de se rétrécir en passage sous-marin qui s'étendait sur des kilomètres à travers l'aquifère de calcaire. Le mois de septembre marquait le début de la saison de reproduction des alligators en Floride, période durant laquelle les mâles territoriaux devenaient de plus en plus agressifs. Les responsables locaux de la faune avaient affiché des avertissements concernant une activité inhabituelle des alligators près de plusieurs systèmes de sources. Rick avait remarqué les panneaux, mais pensait qu'ils concernèrent les rencontres en surface, pas les activités de plongée. Le groupe est arrivé à 9 heures et a commencé à préparer le matériel près du quai en bois. L'eau semblait inhabituellement trouble par rapport à la clarté cristalline habituelle de Ginnie. Les tanins provenant des récentes pluies avaient réduit la visibilité à environ 15 mètres au lieu des 50 mètres habituels. Rick a fait un briefing au groupe sur la configuration du système de grotte et les procédures d'urgence. Il devait entrer dans la source principale, descendre jusqu'à l'entrée de la grotte à 8 mètres de profondeur et explorer la première chambre pendant 30 minutes avant de revenir. Alex avait une expérience limitée en plongée souterraine. Ils ont donc prévu une distance de pénétration prudente de 75 mètres. Lisa transportait du matériel de recherche sous-marin pour prélever des échantillons d'eau dans le cadre de sa thèse sur la santé des écosystèmes de source. En entrant dans l'eau, Rick remarqua des ondulations inhabituelles près du bord de la source, là où les cyprès formaient une couverture au-dessus. Quelque chose de gros avait récemment troublé la surface de l'eau. Michel aperçut des entailles fraîches dans le sable près de l'entrée de la grotte, des traces de griffes de près de 15 cm de long. Elle les montra à Rick, qui les reconnut comme étant des traces d'alligator. Les griffures étaient récentes, faites dans les dernières heures. Malgré ces indices, Rick décida de poursuivre la plongée. Les sources de Floride restent généralement trop froides pour que les alligators passent beaucoup de temps sous l'eau. Le groupe descendit le long des parois calcaires en direction de l'entrée de la grotte. À 6 mètres de profondeur, la température de l'eau chuta sensiblement. Lisa activa son matériel d'échantillonnage et commença à prendre des mesures. Alex suivait Rick de près, gardant un contact visuel dans la visibilité réduite. Alors qu'ils approchèrent de l'entrée de la grotte, la lampe de plongée de Michel éclaira quelque chose d'inattendu. 2 grands yeux reflétaient la lumière depuis l'intérieur de l'entrée de la grotte. L'alligator était énorme, mesurant facilement plus de 3,50 m, avec une tête de la taille d'un petit moteur de bateau. Le reptile s'était placé juste à l'intérieur de l'entrée de la grotte, bloquant le passage. Sa puissante queue s'étendait dans l'obscurité derrière lui. Rick fit immédiatement signe au groupe de s'arrêter et de reculer lentement. Les alligators évitaient généralement les plongeurs, mais celui-ci ne montrait aucun signe de repli. Au lieu de cela, il garda sa position et commença à adopter un comportement agressif. La gueule de l'alligator s'ouvrit légèrement, révélant des rangées de dents coniques conçues pour broyer. Son langage corporel indiquait une défense territoriale plutôt qu'un comportement de prédateur envers une proie. C'était un mâle reproducteur défendant le territoire qu'il avait choisi. Alex, qui ne connaissait pas le comportement des alligators, continua à nager en avant malgré les signaux de Rick. Ce mouvement déclencha la réaction d'attaque de l'alligator. Avec une vitesse fulgurante, l'alligator surgit de l'entrée de la grotte directement vers Alex. Les mâchoires du reptile s'ouvrirent grand, révélant un intérieur de bouche rose bordé de 80 dents acérées. Rick poussa Alex de côté juste au moment où les mâchoires de l'alligator se refermèrent à l'endroit où son torse se trouvait quelques instants plus tôt. L'impact fit tomber le détendeur d'Alex de sa bouche et envoya valser son masque. Michel intervint immédiatement pour aider, insérant son détendeur de secours dans la bouche d'Alex pendant qu'il luttait pour remettre son masque. L'alligator, ayant manqué sa cible, commença à tourner autour du groupe avec une agitation croissante. Ces mouvements créèrent de puissants courants sous-marins qui soulevèrent les sédiments du fond. La visibilité tomba à moins de 5 mètres, rendant impossible le suivi de la position du prédateur. Rick activa son sifflet d'urgence pour alerter l'équipe de soutien en surface. Le bruit sembla agiter davantage l'alligator, qui se mit à frapper l'eau de sa queue pour affirmer sa domination sur son territoire. Lisa, toujours concentrée sur son matériel de recherche, ne se rendit compte du danger que lorsque Michel lui attrapa le bras et lui montra 2 autres paires d'yeux émergeant de l'ombre.
3 alligators entouraient désormais le groupe de plongeurs dans le bassin étroit de la source. Le plus grand mâle poursuivait ses démonstrations agressives, tandis que les individus plus petits gardèrent des positions défensives près du système de grotte. Rick prit la décision d'une évacuation d'urgence vers la surface. Le groupe entama une remontée rapide, mais le mâle dominant les suivit vers la surface. À 3 mètres de profondeur, l'alligator tenta une seconde attaque, visant cette fois les palmes de Michel. Ses mâchoires se refermèrent sur sa palme droite, l'impact se répercutant dans sa jambe. Elle donna des coups frénétiques avec sa jambe gauche, tandis que Rick frappait le museau de l'alligator avec sa lampe de plongée. Le reptile relâcha sa prise et coula de nouveau vers le fond. Le groupe fit immédiatement surface et nagea rapidement jusqu'au quai. Alex souffrit de coupures mineures dues à la perte de son équipement, et la palme de Michel portait des marques de perforation laissées par les dents de l'alligator. Des agents locaux de la faune sont arrivés en moins de 20 minutes et ont confirmé que 3 grands mâles avaient revendiqué le territoire du système de source pendant la saison de reproduction. L'entrée de la grotte est restée fermée aux plongeurs pendant 6 semaines, jusqu'à ce que les alligators se déplacent vers des eaux plus profondes. Incident du Blue Hole. Le 15 mars 2019, Mike Rodriguez se préparait pour ce qui semblait être une plongée de routine dans le grand trou bleu du Belize. Mike avait 34 ans et travaillait comme maître de plongée depuis 8 ans. Ce matin-là, il guidait 3 touristes. Le grand trou bleu s'étend sur 300 mètres de large et plonge à 125 mètres dans la mer des Caraïbes. D'anciennes formations calcaires ont créé un gouffre circulaire qui attire des plongeurs du monde entier. Le groupe est parti d'Amber Creek Kai à 7h30 à bord d'un bateau de plongée de 28 pieds. Les conditions météorologiques étaient idéales, avec des vagues de 60 cm et une visibilité de surface illimitée. Mike a informé le groupe du plan de plongée. Ils devaient descendre à 40 mètres le long du rebord, explorer les stalactites calcaires pendant 25 minutes, puis remonter lentement avec un palier de sécurité à 5 mètres. Il a mentionné la faune marine typique, requins de récif, mérous et poissons-anges. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est le comportement inhabituel des requins signalé par d'autres opérateurs de plongée cette semaine-là. L'équipe est entrée dans l'eau à 9h15. La visibilité en surface était excellente, atteignant 30 mètres. Ils sont descendus le long de la paroi verticale, traversant des couches d'eau de différentes couleurs. À 15 mètres, l'eau est passée du bleu clair à l'indigo profond. Sarah a vérifié son profondimètre et sa réserve d'air. Ses bouteilles affichaient une pression de 180 bars. David a ajusté le caisson de son appareil photo sous-marin et testé les flashs. Les éclairs illuminaient les formations calcaires de brèves lueurs d'un blanc éclatant. À 25 mètres, ils ont rencontré la première créature marine. Un gros mérou de Nassau, mesurant près d'1,20 m, les observait depuis une crevasse dans la paroi. Emma a pointé le poisson avec excitation. C'était sa première rencontre avec un spécimen aussi grand. Alors qu'ils continuaient à descendre, les parois devenaient plus spectaculaires. D'anciennes stalactites pendaient du plafond, telles des poignards de pierre, formées lorsque la grotte se trouvait au-dessus du niveau de la mer il y a des milliers d'années. À 35 mètres, Mike remarqua un mouvement dans l'eau bleue au-delà de la paroi. 3 requins de récifs des Caraïbes nageaient en cercle paresseux à une vingtaine de mètres. Chaque requin mesurait environ 1,80 m, avec un museau caractéristiquement émoussé et une teinte bronze. Mike fit un signe au groupe et pointa en direction des requins. C'était exactement ce qu'ils espéraient en voir. David commença immédiatement à prendre des photos, les flashs de son appareil se déclenchant à répétition. Les éclairs lumineux semblèrent attirer l'attention des requins. Au lieu de garder leur distance, ils commencèrent à nager plus près. En quelques minutes, 2 autres requins apparurent des eaux plus profondes, puis 3 de plus. Le comportement des requins était différent des précédentes rencontres de Mike. Au lieu de manifester une curiosité modérée avant de s'éloigner, ils tournaient en cercle plus serré et adoptaient un langage corporel plus agressif. Leurs nageoires pectorales étaient abaissées et leur façon de nager devenait plus erratique. Sarah remarqua la différence en premier. En tant que biologiste marine, elle reconnut un comportement territorial. Elle tapa sur sa bouteille avec son couteau de plongée pour attirer l'attention de Mike. Mike regarda son ordinateur de plongée. Ils étaient en profondeur depuis 18 minutes et consommèrent de l'air plus rapidement que prévu à cause de l'excitation. La respiration d'Emma s'était accélérée et la pression de sa bouteille baissait rapidement. Le plus grand requin, long de près de 2,40 m, s'approcha à moins de 5 mètres. Ses mouvements n'étaient plus décontractés. David continuait à prendre des photos, sans se douter que ses flashs pouvaient déclencher cette réaction agressive. Mike prit la décision d'interrompre la plongée. Il fit signe de remonter immédiatement. Le groupe commença à remonter le long de la paroi, mais les requins les suivirent. À 25 mètres, le plus grand requin passa tout près, juste devant Sarah. Elle se plaqua contre la paroi calcaire, son rythme cardiaque s'accélérant brusquement. Mike attrapa l'appareil photo de David et désactiva la fonction flash. Sans les éclairs lumineux, le comportement des requins commença à se calmer légèrement. Le groupe poursuivit son ascension, gardant un contact visuel avec les requins jusqu'à atteindre 15 mètres. À l'arrêt de sécurité, Mike compta 7 requins tournant en rond sous eux dans l'eau bleue.
Après 3 minutes, ils firent surface en toute sécurité. De retour sur le bateau, Sarah expliqua que les requins avaient probablement été en train de se nourrir dans la zone et considérait les lampes de plongée comme une concurrence ou une source de menace. Le groupe avait été confronté au comportement de requin de récif le plus agressif que Mike ait vu en 8 ans de guidage. Emma décida de ne pas participer à la plongée de l'après-midi. Incident du Blue Hole des Bahamas. Le 14 novembre 2022, la docteure Amanda Foster a dirigé une expédition de recherche en plongée profonde au Dean's Blue Hole aux Bahamas. Amanda avait 41 ans et était spécialisée dans la plongée technique pour la recherche marine. Elle détenait des certifications en plongée au mélange gazeux et avait exploré des trous bleus dans toute la Caraïbe. Son équipe de soutien comprenait James Mitchell, un officier de sécurité de plongée de 39 ans, et Roberto Silva, un guide local de 36 ans qui connaissait les caractéristiques uniques du trou bleu. Le Dean's Blue Hole était le trou bleu d'eau salée le plus profond connu au monde, plongeant à 202 mètres dans le plancher océanique près de Long Island. L'ouverture circulaire mesurait 25 mètres de large à la surface avant de s'élargir en une immense caverne sous-marine. À 20 mètres de profondeur, le trou s'ouvrait sur une chambre semblable à une cathédrale de plus de 100 mètres de large. D'anciennes formations calcaires créèrent des surplombs spectaculaires et des passages à traverser à la nage. Le site était célèbre parmi les plongeurs techniques pour sa profondeur et ses conditions vierges. Des rapports récents de pêcheurs locaux faisaient état d'une activité inhabituelle de requins près du trou bleu. De grands requins marteaux avaient été aperçus en groupe, un comportement généralement associé aux migrations saisonnières. Les recherches d'Amanda portaient sur les écosystèmes marins des grandes profondeurs et les schémas de migration verticale des espèces pélagiques. L'équipe prévoyait une plongée de pénétration profonde jusqu'à 80 mètres en utilisant un mélange respiratoire trimix pour éviter la narcose à l'azote. La préparation du matériel commença à l'aube, avec une attention méticuleuse au mélange des gaz et à la planification de la décompression. Amanda transportait 2 bouteilles jumelées de 18 litres contenant 18% d'oxygène, 45% d'hélium et 37% d'azote pour la partie profonde de la plongée. Elle portait également des bouteilles supplémentaires avec différents mélanges gazeux pour les paliers de décompression lors de la remontée. James surveillait l'équipement de soutien en surface et maintenait le contact radio avec le navire de recherche. Roberto a informé l'équipe sur les courants locaux et le comportement de la faune marine. Il a mentionné que les requins marteaux utilisent le trou bleu comme station de nettoyage, où de petits poissons enlèvent les parasites de leur peau. Ce comportement se produisait généralement à des profondeurs comprises entre 30 et 60 mètres. À 8h30, l'équipe est entrée dans l'eau dans des conditions calmes, avec une visibilité de surface illimitée. Amanda a activé son ordinateur de plongée et a commencé la descente le long de la paroi est du trou bleu. À 15 mètres, les parois s'ouvraient de façon spectaculaire sur la chambre principale. La lumière du soleil filtrant d'en haut créait des effets lumineux de cathédrale sur les formations calcaires. L'eau restait d'une limpidité cristalline avec une visibilité dépassant 60 mètres dans toutes les directions. À 25 mètres, Amanda a rencontré la première vie marine. Un banc de requins de récifs des Caraïbes, environ 8 individus, nageaient en formation lâche près de la paroi. Leur comportement semblait normal, manifestant une légère curiosité avant de poursuivre leur patrouille habituelle. James s'est positionné au-dessus d'Amanda, surveillant sa vitesse de descente et sa consommation de gaz. À 45 mètres de profondeur, la température de l'eau est descendue à 24 degrés Celsius et la lumière est devenue plus tamisée. Le profondimètre d'Amanda indiquait 50 mètres lorsqu'elle aperçut pour la première fois les requins marteaux. 3 grands requins marteaux, chacun mesurant plus de 12 pieds de long, sont apparus depuis l'eau bleue au-delà de la paroi, leur tête caractéristique, en forme de marteau, oscillant rythmiquement pendant qu'ils nageaient. Les requins ne montraient aucun intérêt immédiat pour les plongeurs, gardant leur distance tout en suivant des trajectoires parallèles. Amanda a continué à descendre vers sa profondeur cible de 80 mètres. À 65 mètres, son ordinateur de plongée indiqua le début d'effets significatifs de la narcose à l'azote, malgré le mélange d'hélium. Les plongeurs techniques appelaient à cette tranche de profondeur l'effet Martini, où chaque tranche de 10 mètres supplémentaires donnait l'impression d'avoir bu un verre d'alcool de plus. La réflexion d'Amanda devint légèrement altérée, mais sa formation et son expérience lui permirent de maintenir les procédures appropriées. À 72 mètres de profondeur, elle fit une rencontre sans précédent. Un banc de plus de 20 grands requins marteaux occupait la partie la plus profonde visible du trou bleu. Les requins mesuraient entre 3 et 4,50 mètres, avec plusieurs femelles massives qui semblaient être enceintes. Leur comportement suggérait un rassemblement lié à des activités de reproduction ou d'alimentation. Amanda n'avait jamais documenté un rassemblement aussi important de requins marteaux dans un environnement de trou bleu. Elle commença à prendre des photos et à prélever des échantillons d'eau, tout en maintenant sa flottabilité neutre 10 mètres au-dessus du banc de requins. La plus grande femelle, qui approchait les 5 mètres, commença à s'intéresser à l'équipement d'Amanda. L'approche du requin déclencha des réactions chez d'autres individus du banc.
En quelques minutes, 5 grands requins marteaux entourèrent Amanda à sa profondeur maximale. Leur comportement restait curieux plutôt qu'agressif, mais leur taille et leur proximité créaient une présence intimidante. L'approvisionnement en gaz d'Amanda indiquait qu'elle avait atteint le point de demi-tour prévu. Elle commença sa remontée, mais remarqua que son ordinateur de plongée affichait des messages d'erreur. Le capteur de profondeur était défectueux, affichant des relevés incohérents qui rendirent les calculs de décompression peu fiables. Sans information précise sur la profondeur, Amanda ne pouvait pas calculer en toute sécurité ses paliers de décompression nécessaires. Les requins marteaux la suivirent lors de sa remontée, continuant de s'intéresser à son équipement et à ses mouvements. À ce qu'elle estimait être 50 mètres de profondeur, Amanda tenta de signaler à James qu'elle avait besoin d'aide. Les effets de la narcose à l'azote, combinés à la défaillance de l'équipement et à la présence de plusieurs grands prédateurs, créaient une combinaison dangereuse de facteurs de stress. Elle prit la décision cruciale d'interrompre la plongée de recherche et de commencer immédiatement les procédures de remontée d'urgence. En utilisant des techniques de mesure de profondeur de secours et une gestion prudente des gaz, Amanda remonta lentement pendant que le banc de requins-marteaux se dispersait à nouveau vers les eaux plus profondes. Elle effectua des paliers de décompression prolongés à 20, 15, 10 et 5 mètres avant de faire surface après 95 minutes passées sous l'eau. L'analyse post-plongée révéla que le capteur de pression de son ordinateur avait failli en raison de l'exposition à une profondeur extrême. La concentration de requins-marteaux représentait le plus grand rassemblement jamais documenté dans un système de trous bleus, mais la défaillance de l'équipement a empêché une documentation scientifique détaillée de la rencontre.